Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes le vendredi 23 février 2024. Il est 17h passé de quelques secondes à l'horloge dans le studio de Westrack. Et c'est Lucie qui vous retrouve aujourd'hui pour 1 heure. C'est la dernière émission de la semaine, avant le week-end évidemment. Et le programme est assez chargé pour aujourd'hui. Comme toujours, nous allons commencer par notre météo, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en alerte pluie, mais aussi tempête avec beaucoup de vent. Faites donc attention à vous et surtout pour cette journée assez pluvieuse qui nous attend. Nous ferons aussi le tour des actus locales en compagnie de Mathieu. Mathieu qui va donc nous présenter plus de 5 actus qui concernent le Havre et l'agglomération havraise. Nous allons retrouver comme toujours 3 événements organisés ce soir. Alors il y a beaucoup de concerts, beaucoup de musique, vous allez voir. Rendez-vous donc dans quelques instants. Côté musique, nous retrouvons aussi notre découverte musicale en compagnie de la Ferrarock, Fédération des radios associatives et musicales. Aujourd'hui, on termine cette semaine avec un album, celui de Astral Bakers, The Whole Story. Dernière découverte de la semaine. On découvrira à nouveau 2 titres inédits. Pour cette émission, nous serons aussi en compagnie de Camille pour son reportage autour de l'association Menstruaction, une association qui lutte contre la précarité menstruelle, notamment auprès des étudiants, mais pas que. Vous verrez ça en deuxième partie d'émission. Et puis notre invité du jour, je me suis rendue dans le quartier d'Applemont à la rencontre du Sporting Club Frileuse, ou du moins du président, puisque aujourd'hui le club rencontre une véritable crise. Le terrain n'est plus homologué et cela signifie donc la possible fermeture et dissolution du club. Nous allons donc essayer de comprendre directement sur place quels sont les enjeux, mais aussi quels sont les critères de sélection de ce terrain par la Ligue. C'est notre invité en deuxième partie d'émission. Voilà, installez-vous tranquillement, on est ensemble pendant 1 heure et on retrouve tout de suite la météo. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h31. On gagne donc 4 minutes de soleil. Pour cet après-midi, au Havre et dans l'agglomération havraise, il y a de l'orage dans l'air. La température est de 5 degrés, ressenti assez frais, -1. Couvrez-vous car il y a beaucoup de vent. Ça continue cette petite tempête Louis et surtout de la pluie qui nous accompagne cet après-midi. La force du vent est quand même assez stable, 35 km/h maximum et tournée vers le sud-ouest. Cet après-midi et en soirée aussi, de la pluie donc, toujours de la pluie au rendez-vous pour votre soirée. La température va être de 6 degrés et le vent devrait se calmer, pas plus de 30 km/h, direction ouest-sud-ouest. Demain, nous sommes samedi, c'est le week-end. Le soleil se lèvera à 7h53 et se couchera à 18h33. On va donc gagner 3 minutes de soleil et c'est peut-être aussi le signe des vacances pour certains et certaines qui nous écoutent. Demain matin au Havre, le ciel sera assez nuageux. La température au Havre sera de 4 degrés, ressenti -1 à nouveau. Le vent sera calmé, fini la tempête, il tournera aux alentours de 28 km/h, direction sud-ouest. L'humidité relative de l'air demain sera un peu plus faible, 87%. Demain après-midi, au Havre, il faudra à nouveau vous équiper en conséquence pour la pluie. La température de demain après-midi sera de 5 degrés, ressenti -1 à nouveau, et le vent devrait atteindre en moyenne les 32 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain en soirée, est-ce que c'est étonnant? Il pleuvra aussi. Température 7 degrés. Le ressenti sera un peu plus chaud, 3 degrés. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 29 km/h, direction ouest-sud-ouest. Un samedi donc pluvieux. Je vous conseille fortement de vous couvrir, surtout aujourd'hui avec le vent qui souffle et le retour donc des températures assez estivales. Fini les 16 degrés. Et ça risque de faire mal à la gorge. Mathieu nous rejoint dans le studio pour les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce vendredi 23 février. La ville du Havre veut requalifier tout le secteur des magasins généraux dans les 20 ans à venir. Le projet est titanesque, mais le Havre a l'habitude de voir ses quartiers totalement transformés après Danton, Saint-Nicolas ou Dumont-d'Urville. La municipalité s'attaque désormais aux magasins généraux. Il fait partie des quartiers les mieux situés de la ville, au plus proche de ce deuxième centre-ville qu'est le quartier des Docks. C'est aussi ici que l'on trouve les discothèques, des
structures de loisirs comme The Roof ou le Laser Game, mais aussi des grossistes en BTP ou encore des loueurs de voitures. Sur ces 8 hectares et demi se croisent toutes sortes de publics, de jour comme de nuit. La ville envisage d'y installer l'extension des campus Le Bon et Frissard qui finiront par être à l'étroit. La ville a déjà acheté des entrepôts inoccupés. Elle poursuit ses discussions pour d'autres acquisitions. L'idée est également de créer un mail Est-Ouest qui traverserait les magasins généraux pour déboucher au niveau du bassin Vatine. Mais tout ça ne se fera pas en un jour. La ville envisage cette requalification sur les 20 prochaines années. Pour le moment, elle s'apprête à lancer en 2025 la procédure de zone d'aménagement concerté qui se fera avec les Havraises et les Havrais lors de réunions de concertation. S'engager sur le long terme n'est pas donné à tout le monde, mais offrir une heure, une journée ou même un week-end pour aider, participer à un élan de solidarité plus que nécessaire et bien plus facile. Voilà pourquoi les Restos du Cœur lancent un appel pour le week-end des 1er, 2 et 3 mars 2024. Les équipes des restos seront présentes dans plusieurs dizaines de supermarchés en ville et en zone rurale pour collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Plus que jamais, les Restos du Cœur ont besoin de compléter leur approvisionnement et pour eux, l'équation est simple. Plus de bénévoles aux collectes égale plus de magasins couverts égale plus de produits récupérés pour les stocks. Lors de la collecte de 2023, 62 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène ont été collectés dans plus de 50 magasins grâce à la mobilisation de 500 bénévoles. L'objectif pour cette collecte 2024 est de 70 tonnes. C'est un effort discret mais plein de promesses et de sens. Les écluses modernisées de Tancarville ont été inaugurées ce mercredi 21 février sous des trompes d'eau. Ces travaux répondent au renforcement du trafic fluvial, véritable enjeu stratégique pour le grand port fluvio-maritime du Havre. Alors que les camions se suivaient sur le pont de Tancarville, situé à quelques centaines de mètres de l'une des écluses, l'avantage du transport fluvial, plus économique et plus volumineux, est une évidence, même s'il n'est pas destiné à remplacer totalement le transport routier. Il offre en revanche un lien efficace entre les ports du fleuve. 5000 bateaux et navires passent chaque année par les écluses. Recyclerie, complexe sportif, festival, tous ces projets situés dans la campagne entre Le Havre, Fécamp et Yvetot peuvent être désormais financés à hauteur de 60 000 € par une nouvelle subvention européenne, le programme LEADER. Ce dispositif européen a pour objectif de développer l'économie rurale en cofinançant des projets publics ou privés. Pour la première fois, la Pointe de Caux bénéficie de ce programme avec une enveloppe globale de presque 1,5 million d'euros. 4 porteurs de projets ont déjà demandé la subvention et ont été reçus mardi dernier par le jury de sélection du groupe d'action locale Pointe de Caux. Pour être sélectionné, le projet doit s'inscrire dans au moins un des objectifs de la stratégie de développement. Être innovant, avoir un impact économique sur le territoire, favoriser la transition, reposer sur des partenariats et ou s'appuyer sur une dimension citoyenne. Par ailleurs, le porteur de projet doit disposer d'au moins 20% d'autofinancement. L'association Fête de la Bio-Normandie a notamment présenté son projet de festival autour de l'agriculture biologique prévu les samedis 25 et dimanche 26 mai aux Trois-Pierres. Les projets de recyclerie portés par la Croix-Rouge à Saint-Valery-en-Caux ou de complexe de sport et loisirs à Bolbec ont également reçu l'approbation du jury. Et enfin, organisé par la ville de Sainte-Adresse, l'événement VAC Sport s'adresse aux enfants et ados désireux de s'adonner à des activités sportives pendant les vacances scolaires qui se déroulent du lundi 26 février au vendredi 28 mars. Au programme du football, des jeux d'adresse, du tennis et d'autres activités. Le planning des activités est organisé en fonction de l'âge des enfants. Pour y participer, les jeunes doivent être domiciliés sur Sainte-Adresse ou scolarisés ou adhérents d'une association ou d'un club sportif de la commune. Nouveauté cette année, l'animation gratuite hip-hop street jazz qui est proposée aux enfants nés entre 2012 et 2015. Merci Mathieu. On retrouve 3 événements organisés sur Le Havre mais aussi Montivilliers et la plupart c'est des concerts. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et un premier concert avec Philippine Lavray, autrice, compositrice et instrumentiste. Philippine Lavray donnera un concert ce soir à 20h30 au Magic Mirror. Le tarif est de 25 €. Vous pouvez réserver sur le site de City Live. Philippine Lavray qui était notamment l'invitée il y a quelques mois de l'émission Je vous demande de vous arrêter. Si vous voulez écouter cette émission en chemin du concert ou pour en connaître un peu plus sur sa musique, n'hésitez pas à l'écouter.
Autre concert cette fois-ci au SEM. Dans le cadre des soirées You're Welcome, le SEM ouvre ses portes aux structures associatives locales afin de leur donner carte blanche quant à la programmation d'une soirée musicale. À cette occasion, l'association Skinless programmera le groupe Béthunois, Junon et en première partie Gris Polaire qui sont donc des Havrais. C'est ce soir à 20h, tarif 8€. Vous pouvez appeler le 02 35 48 48 80 pour avoir plus d'informations. Et notre dernier événement, cette fois-ci, c'est à Montivilliers. C'est aussi ce soir avec The Gearing Machine. Est-ce que vous êtes déjà posé la question si la vie n'était qu'un jeu d'échange, des rencontres ou de partage? Et si l'autre côté était un vaste terrain de jeu? Suivez-les dans l'autre côté, embarquez avec eux pour un conte musical à la découverte de la machine aux engrenages, The Gearing Machine. C'est ce soir, mais aussi demain à 20h30 à la salle Michel Valéry de Montivilliers. Tarif 5, 8 ou 12€. Vous pouvez réserver au 02 35 55 76 36 ou par mail à billetterie@ville-montivilliers.fr. Et dans le Magal Ouest du jour, on continue à parler musique aujourd'hui, puisque nous sommes en fin de semaine, dernière émission de la semaine. C'est la fin aussi du partenariat Ferrarock, avec un nouvel album, The Whole Story, qui vient de sortir. C'est Astral Bakers, bien sûr. Ce sont des Français qui viennent de Paris et qui nous chantent la pop. 2 titres à écouter aujourd'hui, 2 titres inédits, Easy et Pretty Scar. On les découvre, mais on découvre aussi ce nouvel album pour cette dernière journée de partenariat. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Astral Bakers est sorti le 9 février 2024 chez Sage Music. Cet album s'appelle The Whole Story et il est mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. C'est l'histoire d'une évidence, 4 musiciens et musiciennes confirmés qui se retrouvent dans une même pièce et font de la musique comme pour la première fois. Un genre de rock acoustique, diront les uns, du soft grunge, préciseront les autres, des morceaux en anglais en tout cas, à mi-chemin entre Big Thief, Supertramp et un concert unplugged de Nirvana, mais peu importe les noms, ici la matière prime et elle est élémentaire. Au départ, Sage, Theodora, Nico Lockhart et Zoé Ocher se connaissent pour avoir collaboré ensemble sur d'autres tournées et disques. Tous vivent de la musique depuis plus de 10 ans, tous ont travaillé avec des artistes aussi variés que Clara Luciani, November Ultra, Woodkid, Pomme ou Revolver. Chacun et chacune a connu les arrangements du studio, les mélanges de pistes sur ordinateur, le jeu de scène millimétré. Ensemble, ils ont envie d'autre chose, épiphanie et de présence, d'amitié et d'épure. Leur acte de naissance, c'est un concert au consulat. Ils y éprouvent le désir impérieux de mener ensemble un retour aux sources. Redevenir la terre, le feu, l'eau et le vent. Ne plus se prendre dans les méandres des maquettes et de la production, mais y rejoindre les racines, jouer comme on se libère. We had this friend
Dans des pièces chaudes et boisées, ils ont donc composé leur premier titre en les répétant encore et encore, sans interruption ni filet, pas plus de maquettes que de re-recording, seule l'écoute circulaire entre deux guitares jouées par Sage et Nicolas qui dialoguent ensemble avec une basse jouée par Théodora qui retient le temps et une batterie ouatée avec Zoé qui enveloppe l'ensemble. Par-dessus quoi, les voix s'élancent, à la fois désinvoltes et concentrées, celle de Sage d'abord, forte, de s'assumer plus fragile que jamais, et puis celle des autres autour, composant des chœurs chauds et confiants, à la fois justes et attentifs aux imperfections du moment, ces imperfections dont la grâce est faite. Jouer ensemble donc pour restituer la vie qui passe, faiblie et vraie, et par là nous rappeler à cette évidence qu'on oublie la musique est un art de la présence.
L'album s'appelle The Whole Story. Il est sorti le 9 février 2024 chez Sage Music. Vous pouvez retrouver cet album directement sur les plateformes d'écoute. Et sachez que la Ferrarock, cet album, est en valeur jusqu'au 25 février 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez de découvrir le nouvel album de Astral Bakers. Il s'appelle The Whole Story. On a découvert 2 titres à l'instant, mais tout au long de la semaine, on vous les a fait découvrir. C'était Easy et Pretty Scar. Je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il propose pour ce nouvel album. Et il est 17h20, passé de quelques secondes. Sur Westrack, vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest et on va retrouver Camille aujourd'hui pour son reportage. Menstruaction, c'est une association qui lutte contre la précarité menstruelle. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous invite à découvrir cette association qui lutte notamment auprès des étudiants, étudiantes, mais pas que. On va donc découvrir tout ça avec Camille. Et puis aujourd'hui, puisque nous sommes vendredi, on s'intéresse particulièrement au quartier. Aujourd'hui, c'est le quartier d'Applemont. Je me suis rendue directement au Sporting Club de Frileuse. C'est un club qui est dans le quartier Applemont et qui notamment propose des cours, une école de foot au stade Maurice Poré qui se trouve juste à côté du collège Romain Rolland à Applemont. C'est un stade qui aujourd'hui n'est plus homologué au niveau de la Ligue du football. On va donc essayer de comprendre en quoi cela impacte l'association et le club. La précarité menstruelle constitue un enjeu important de santé publique et de solidarité. Elle concerne près de 2 millions de femmes, soit une femme sur 10 dans le monde, dont l'accès aux protections hygiéniques est difficile ou impossible pour des raisons avant tout financières. Avec Nausicaa, on a reçu au studio Gaëlle, une des créatrices de l'association Menstruaction qui, face à ce combat de tous les jours, propose des actions quotidiennes. Je suis Gaëlle, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Menstruaction. On est une asso qui lutte contre la précarité menstruelle et on sensibilise sur les règles, donc les menstruations et la sexualité un petit peu. L'association, elle est sur Le Havre et Rouen, donc Normandie à fond. À côté de ça, on est majoritairement composé d'étudiants, ce qui est un peu aussi le biais compliqué de l'asso, c'est-à-dire qu'il faut trouver des bénévoles chaque année puisque les étudiants partent, viennent, etc. Voilà brièvement ce qu'est Menstruaction. Un petit point de définition, de nous dire ce que c'est la précarité menstruelle? Avec plaisir. Du coup, la précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir assez de ressources financières pour s'acheter des protections, donc périodiques. Et ça s'entend aussi dans le sens où il y a un manque d'informations flagrant sur la question des menstruations, que ce soit sur le point de vue médical ou même sociétal, d'où le tabou qui existe. Et donc, voilà, précarité financière, mais aussi morale un peu et sociologique. Éducative. Éducative, complètement. Et alors, t'as dit que vous faisiez une pause, mais ça fait combien de temps que vous existez à peu près? Et figurez-vous que cette semaine, le 27 janvier, ça fera 4 ans que l'asso existe. C'est énorme, j'ai l'impression que c'est la semaine anniversaire. Et donc, on a créé l'asso en 2020. On est bien en 2024, oui. Donc ça fait bien 4 ans, donc voilà. Tu faisais partie de ceux qui ont créé l'association? Oui, en fait, j'avais pas conscience de la précarité menstruelle avant de créer l'asso. Et si j'ai créé l'asso, c'est parce que j'ai eu accès à un article qui parlait de l'association nationale Les Règles élémentaires. Donc cette association, c'est un peu le même concept que nous, en fait. J'ai un peu repris l'idée, c'est-à-dire vraiment sensibiliser et lutter contre la précarité. C'était un choc un peu de me dire j'ai jamais réfléchi à ce problème. Je connais des gens qui en ont souffert, j'ai moi-même déjà souffert de ça, parce que quand t'es étudiant, un mois ne fait pas l'autre, quoi. Même juste de se questionner sur pourquoi c'est tabou, pourquoi t'as honte, et si tu poses pas devant ça, à un moment dans ta vie, tu vas pas forcément te questionner dessus, tu vas te laisser emporter par courant classique de tais-toi si t'as tes règles, si t'as mal c'est ok. Je me suis dit c'est pas ok qu'on soit autant à pas s'être rendu compte de ça. Il faut vraiment faire quelque chose au niveau local, parce que du coup règles élémentaires c'est national et au final en y réfléchissant il y a vraiment plein de choses à faire et c'était cool d'avoir un petit fief normand de lutte contre la précarité, quoi. Et puis surtout étudiant, parce que à l'université il y a pas mal d'assos, mais surtout des assos étudiantines du style BDE, donc c'est pour faire la fête, ce qui est cool, mais il y a pas assez de choses engagées et du coup c'était l'occasion d'apporter un
peu de diversité et de réunir les gens au-delà des filières. Et quelles sont vos actions concrètement dans l'association ? Donc la base, c'est faire des collectes. Donc on va devant des supermarchés, comme la banque alimentaire, sauf que nous on demande que des protections, ce qui est assez marrant parce que les gens ne comprennent pas du tout. Et donc c'est le meilleur moyen de sensibiliser au final, parce que de là forcément les gens vont se questionner, vont se dire ah oui, peut-être soit je m'en étais jamais rendu compte, soit ils connaissent déjà, et ça leur donne d'autres idées pour agir en fait, et des moyens d'action. Et donc c'est vraiment que des protections, on ne demande pas d'argent à ce moment-là, comme ça vraiment les donateurs ils ont conscience de oui, concrètement pour ça et pour rien d'autre. Après on a mis en place des boîtes à dons aussi, comme on a créé l'asso en 2020, confinement qui est arrivé dans la foulée. Donc on a fait beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux pour avoir un autre public même plus large. Et donc c'est plein de posts informatifs en fait, des amorces, puisqu'on n'est pas des professionnels de santé. Toutefois il y a quelques professionnels qui sont intervenus. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir accès au contenu un peu éducatif qu'on a fait. On a créé une super expo qui a été en itinérance là toute l'année dernière dans tous les campus universitaires normands grâce au Crous, par le service culturel du Crous Normandie. L'exposition revient là au Havre, là, vraiment là tout de suite maintenant, au restaurant universitaire jusqu'à début mars. Donc il y aura pas toutes les œuvres, mais il y a une partie, et c'était génial en fait l'expo. Elle s'appelle Les règles du jeu. Il y a 3 artistes qui sont venus proposer leurs œuvres, et une muséographe qui a fait un travail d'analyse et de recherche un peu ethnographique en fait sur la question des menstruations. Et il y avait aussi des superbes initiatives étudiantes. Donc c'était des dessins qui étaient en lien avec l'exposition. Et donc voilà, donc il y a cette expo. Là on est sur la confection d'un festival à Rouen, parce que du coup on agit au Havre et à Rouen comme je l'ai dit. Après c'est des ateliers, soit on est appelé par des écoles type lycée ou collège, donc on fait des interventions éducatives, en fait en mixité, parce que la volonté c'est aussi d'inclure les hommes avec un grand Z. Non, je rigole. Non, en fait, il faut quand même on les exclut absolument pas de notre cause et de notre lutte. En fait, c'est un travail d'équipe. On est tous sur le sujet. Enfin voilà, les hommes sont aussi les bienvenus, et surtout, il faut qu'ils aient accès à ces infos. Donc, nos interventions, elles sont aussi à destination des hommes, même les posts qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Mais il y a pas mal d'autres projets qu'on a envie de mettre en place, mais voilà, maintenant il faut essayer d'avoir du monde, parce que sur le Havre on est vraiment peu maintenant. Du coup ça restera un peu, mais c'est ok, c'est cosy, c'est mignon, c'est cool. Et comment devenir bénévole alors ? Et bien c'est tout facile, tout simple. Il suffit d'aller sur le Instagram. Il y a dans la bio, il y a en fait le lien internet en fait où on s'inscrit, c'est un formulaire Hello Asso. Et après du coup en fait vous êtes intégré dans la base de données. Vous avez accès à toutes les mails, et c'est pas contraignant. En tant que bénévole, on veut pas forcer, il faut vraiment que ce soit volontaire. Donc si vous n'êtes pas disponible pendant 4 actions, mais que la 5e vous êtes dispo, vous serez tout aussi bien accueilli que si vous aviez été là pour toutes les actions. C'est pas hiérarchique dans l'asso, c'est vraiment on est sur de l'horizontalité totale. Donc s'il y a des projets qui peuvent être proposés par des bénévoles, typiquement l'exposition, elle était même pas encore bénévole, mais c'est une étudiante de l'université qui nous a contactés, on l'a fait ensemble. Donc on est là pour chapeauter un peu, mais voilà, en fait ça va pas que dans un sens. Est-ce que par exemple vous agissez du coup directement dans l'université ? Oui, en fait j'ai oublié que la base c'est l'université en vrai. La première grosse action qu'on a menée, c'était vraiment au tout début de l'asso, c'était la mise en place des distributeurs. En fait les distributeurs ils ont été amenés via l'association, et aussi l'université qui a fortement contribué, qui a bien payé, qui a bien contribué. Donc il y a eu les distributeurs qui ont été mis en place, on a des boîtes à dons qui sont disponibles sur le campus, et en fait le concept il est assez simple pour ces boîtes-là. Tous les dons qui sont remis dedans, on les remet dans les toilettes où il n'y a pas de distributeur. Comme ça, en fait, là, les étudiants ou les étudiantes peuvent en prendre plusieurs. Bon, même dans les distributeurs, en soi, ils peuvent aussi, mais c'est juste que ça fait encore plus, parce que on est tellement nombreux et nombreux à subir ça, que même en vrai, pas sans vraiment être victime de précarité menstruelle, genre juste avoir un oubli, ça arrive à tout le monde. Donc, comme les distributeurs peuvent être vides, parfois, ça permet d'avoir une solution de repli. Et voilà, donc ces boîtes à dons sur le campus sont uniquement pour les étudiantes et étudiants, en tout cas personnes menstruées étudiantes. Et donc voilà, on a mis en place une conférence à ce moment-là aussi, où on avait invité en fait une ancienne femme sans abri qui maintenant est chroniqueuse
crois qu'elle est toujours chez RMC. Et elle est aussi comédienne. Et on avait invité aussi le membre d'un collectif qui lutte contre la précarité menstruelle au niveau national. Et du coup, c'était l'occasion d'avoir le témoignage d'une personne qui a vécu à la rue, une femme, avec la question des menstruations. C'était super intéressant. On a fait aussi une projection du documentaire d'Angèle Marais qui est, je crois que c'est 28 jours, je crois que c'est ça. Mais du coup, c'est un documentaire qui parle des menstruations, de tout le tabou. Il est vraiment super et il est en libre accès. Voilà, et là, on prévoit pour la clôture de l'exposition là qui est revenue au Havre, on aimerait organiser une conférence d'une autrice qui s'appelle Jeanne Guyenne. Je sais pas si je vais bien dire Jeanne Guyenne ou Guyenne. Elle a écrit un livre qui s'appelle Une histoire des produits menstruels et c'est vraiment la croisée de tout ce qu'on aborde dans l'exposition et c'est hyper riche d'informations et c'est fou comme quoi si on prend juste ce sujet, genre juste une serviette, un tampon qu'on a toutes chez nous ou toutes déjà eu, en fait il y a une sphère énorme de problématiques et de questions qui en découlent et c'est genre super pour déconstruire plein d'aspects, que ce soit le point de vue commercial, publicitaire, tout ça, le point de vue sociétal, en tout cas même classiste, un peu riche-pauvre, parce que dans la création, la mise en place des produits menstruels, il y a vraiment eu du séparatisme fort et aujourd'hui on s'en rend pas compte mais on a un héritage de tout ça et c'est bien d'avoir accès à toutes ces infos. J'ai fait un gros spoiler mais on n'a pas encore la date de poser, j'espère qu'elle sera disponible et tout mais c'est le projet et puis autrement je pense que dans tous les cas si c'est pas là tout de suite on arrivera à le faire après. C'est pour parler avec l'UNIV. Tu parles de protection menstruelle. Est-ce que vous faites quelque chose concrètement pour passer des protections jetables à des protections qui ne soient plus jetables comme les culottes menstruelles, comme les serviettes menstruelles aussi, mais qui soient lavables? Oui, alors on avait fait... après la cup c'est cool, mais il y a encore pas assez de points d'eau. Souvent ça peut être un peu problématique, faut connaître bien les lieux où tu vas parce que sinon tu peux être un peu embêté. Et surtout qu'il y a un risque de choc toxique aussi avec la cup. C'est juste la stase du sang, c'est un choc toxique. Dès qu'il y a une stase de sang en interne, que ce soit tampon ou cup, le choc toxique peut arriver, donc c'est important d'avoir quand même conscience qu'il faut avoir des locaux où il y a des points d'eau. En gros, on est sur un projet, ça fait 3 ans qu'on essaye de faire financer des kits de protection réutilisables avec une ou 2 culottes ou une culotte et plusieurs serviettes lavables pour amener en fait les étudiantes, les personnes menstruées à avoir accès à des protections réutilisables parce que comme tu l'as soulevé, en fait c'est une masse folle de déchets, ça se compte en milliards de tonnes par an, pas recyclables forcément. Donc l'idée aussi c'est de lutter aussi avec notre époque. La cause environnementale est très importante. Donc voilà, on a cette volonté, on a même créé un livret, tout est prêt. Vraiment sur le papier, tout est là. Il faut juste qu'on trouve des financements. Ce qui est plus compliqué. Même on aimerait pouvoir viser au-delà de l'université parce qu'il y a des écoles qui n'en font pas partie et où il y a des élèves qui pourraient, c'est sûr, ça plairait quoi. Donc le projet il est là et puis comme on a vraiment beaucoup de projets et on peut être sollicité, forcément s'il y a des projets, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans qu'on essaye de le mettre en place et on est déjà passé dans plusieurs commissions et on nous a fait croire que c'était bon jusqu'à ce qu'à la dernière minute, plus de nouvelles. On perd un peu le fil, mais c'est un projet et puis même sur les réseaux sociaux on en parle. Dans l'exposition il y a aussi ça qui est abordé, donc ouais. Et c'est important. N'hésitez pas à rejoindre Menstruaction. Ouais, voilà. On est gentils, vraiment. Et les hommes sont les bienvenus pour se battre contre la précarité menstruelle. Oui, on a des bénévoles hommes et qui font un travail tout aussi remarquable que les femmes. Donc, faut le soulever. Et puis, c'est aussi... Ah ouais, ça c'est intéressant parce que quand on fait des actions de collecte, du coup, et que des hommes tiennent les stands, ou même sans aller dans la collecte, juste quand il y a un homme qui tient le stand, il y a toujours un moment de bug chez la personne qui passe devant le stand ou la collecte. Une fois que les garçons expliquent pourquoi ils sont là en fait et qu'ils ont aussi leur place et qu'ils veulent contribuer, aider, en fait ça permet d'amener d'autres hommes et même juste certaines femmes ça les décomplexe aussi sur ce sujet parce qu'en fait ça peut être dans le cadre juste familial ou privé, amical, qu'elles ont eu des hommes dans leur entourage qui leur ont fait ressentir cette honte et ce tabou et là de voir que c'est pas tous et que y en a même qui ont pu avoir ça ou le faire sans s'en rendre compte et qu'aujourd'hui ils sont bénévoles pour une asso qui lutte contre la précarité menstruelle, ça donne de l'espoir. Donc en vrai c'est cool. Aussi ce qui est sympa à noter c'est que quand on fait des collectes, en vérité c'est majoritairement des hommes qui nous donnent des dons. Et j'ai plusieurs cas pendant des collectes où c'est des hommes avec des caddies remplis.
C'est pas une ou deux protections, c'est des caddies remplis de protections, ils nous les ramènent. Alors que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais souvent chez les femmes, je pense que c'est parce que c'est un héritage en fait de tabou et voilà, normalement faut pas en parler quoi. Donc qu'est-ce que vous faites à en parler sur la place publique? C'est un sujet, ça reste entre nous les filles. Il y a certaines femmes qui peuvent être très réfractaires à la cause et bon, après voilà, il faut tout pour faire un monde et ça veut pas dire qu'elles changeront pas d'avis plus tard, mais c'est intéressant en fait comme parallèle à faire. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Et renseignez-vous pour aller voir Menstruaction. Voilà, si vous voulez pas qu'on meure. Super conclusion. Merci à Gaëlle d'être venue jusqu'au studio pour nous présenter son association Menstruaction. N'hésitez pas à retrouver Menstruaction sur les réseaux sociaux et à les soutenir sur Hello Asso. Et pour retrouver le podcast, rendez-vous sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Un reportage sur l'association Menstruaction au Havre, réalisé par Camille pour Westrack. Avant de retrouver notre invité du jour et surtout notre enquête du jour concernant le quartier Applemont et la situation au stade Maurice Poré et notamment la situation avec le Sporting Club de Freileuse qui aujourd'hui est en souffrance et en difficulté, on va écouter un titre de la musique qui vient de la France. C'est Isaac Delusion et qui nous chante son titre Lost and Found, sorti l'année dernière. C'est une nouveauté qui ça vient tout juste d'être ajouté sur Westrack. C'est de la pop, on écoute ça. How many days since
Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et c'était le titre Lost and Found, un titre signé Isaac Delusion, un artiste français que l'on vient tout juste de repérer et d'ajouter dans la playlist de cette semaine sur Westrack Radio. Le vendredi dans le Mag à l'Ouest, c'est l'occasion de se rendre dans les quartiers et de faire un état des initiatives ou des difficultés que peuvent rencontrer les associations ou les habitants. Et aujourd'hui, c'est tout un quartier qui est inquiet de la situation au stade Maurice Poré. C'est le stade qui se situe à proximité du collège Romain Rolland au Havre et qui aujourd'hui n'est plus homologué auprès de la Ligue de football. C'est donc l'école et l'association Sporting Club Frileuse qui est tous en souffrance et qui risque de fermer et de devoir être dissous. Une situation qui est bien sûr connue des élus du quartier et notamment de la mairie et de la municipalité. Mais qu'en est-il aujourd'hui de l'activité de l'association ? Que va-t-il se passer si aucun travaux n'est fait ? Rencontre donc avec le président du Sporting Club de Frileuse dans le Mag à l'Ouest. Dans le quartier d'Applemont, une institution du football est menacée, le Sporting Club de Frileuse, club et école de foot, qui aujourd'hui pourrait fermer ses portes en raison d'un terrain non homologué auprès de la Ligue. C'est le terrain Maurice Poré, terrain de foot, qui accueille le Sporting Club de Frileuse. Aujourd'hui, le président de l'association Thierry Hervieux est au pied du mur et lance un appel pour sauver le club. Oui, je me présente, monsieur Hervieux Thierry, président du Sporting Club de Frileuse depuis 35 ans. Ce qui se passe avec le terrain, ça fait un mois qu'on est sur le problème. Donc ça fait quand même 10-12 ans que le problème est en haut de l'affiche. C'est parce que notre terrain n'est pas conforme et pas aux normes au niveau de la Ligue. Première dérogation 2021, nous disons que juin 2022, nos équipes en Ligue ne pourront plus jouer. Je vais vers la ville du Havre pour exprimer tous ces problèmes-là. Et comment peut-on faire ? La ville du Havre envoie des courriers vers la Ligue, comme quoi ils vont se mettre sur les travaux et tout le reste, rien de fait. On reçoit M. Demont le 5 mai 2022 en présence de M. Johan Gross, responsable des équipements de la ville du Havre. Il me dit vraiment que la subvention, le projet était voté pour refaire le terrain. Par contre, on ne pourra pas le faire en 2022, fin de saison 2022, parce que les travaux à la Doumègue ne sont pas terminés. Donc c'est à partir de 2023. Nous, tous nos dirigeants et éducateurs, on accepte ça, c'est normal. Les copains de Cocrioville ont besoin d'infrastructures comme nous. Donc on a patienté un an de plus. J'y vais avec le président de la Ligue, qui est des gens très, très sympas et très larges, qui nous ont remis une dérogation jusqu'à décembre 2023. Décembre 2023, de là je reviens vers la ville du Havre à partir d'avril 2023, puisqu'on m'avait dit que les travaux commenceraient fin de saison, c'est-à-dire juin 2023. J'ai envoyé plusieurs mails, plus d'une quinzaine de mails sans réponse de la part des gens, de l'adjoint et directeur des sports. Et le 19 janvier 2024, lors d'une réunion de quartier, j'ai laissé présenter M. Gastine, remplaçant de M. Édouard Philippe, toutes les constructions qui avaient été faites dans le quartier. Il nous l'a présenté. À la fin de sa présentation, au moment des questions, ma première question était de dire qu'est-ce que vous pensez faire pour le stade Maurice Poré ? On est déjà en retard de 6 mois. De là, sa réponse a été spontanée. Oh là là, stade Maurice Poré, fin 2026, voir s'il sera refait sur le mandat, sur ce mandat. Je lui ai expliqué aussitôt que si on ne pouvait pas avoir ces travaux, ça serait une dissolution du club. Ça veut dire un club, on est 450 licenciés l'année, qu'avec des bénévoles, encadrés de bénévoles. C'est des gens à 90% et des jeunes joueurs à 90% du quartier. Me proposer d'aller jouer à droite, à gauche, ou de s'entraîner à droite, à gauche dans tous les coins de la ville, pas possible pour mes gamins. C'est des gamins du quartier, la plupart des gamins viennent à pied, toi leurs parents. Donc de là, je me lève, je sors de la réunion, toujours inquiet et vraiment inquiet, puis un peu énervé quand même. Qu'on ne prenait pas en considération et qu'on ne prenait pas en considération les jeunes du quartier. Donc de là, entre deux, le samedi 2 février, je recevais la médaille du mérite social de la ville du Havre pour les 35 années que j'ai passées ici en tant que président, puis le travail qu'on a fait dans le social et tout le reste. J'ai vraiment je me suis présenté parce que j'avais toutes les chances de croiser M. Édouard Philippe. C'est lui-même qui m'a posé la question parce que comme moi, sous les 10 jours, j'ai pas de réunion, j'ai dévoilé nos problèmes dans la presse. Et l'article s'est sorti le matin même. Et M. Édouard Philippe lui-même était étonné que les travaux n'aient pas avancé. Face à ce risque de dissolution de l'association et du club, ce sont les jeunes joueurs, leurs parents et les habitants du quartier qui se sont rassemblés pour organiser une marche. Suite à cette réunion, une marche est faite dans le quartier avec les parents d'enfants, les joueurs
les dirigeants, les éducateurs, les anciens joueurs du club. Les lendemains de cette marche, sont venus me voir, notamment les habitants du quartier. J'ai pensé que vraiment c'était de l'intox quand je parlais de dissolution du club. Mais le fait est réel, le fait est là. S'il n'y a pas de terrain pour la fin de saison ou pour l'année prochaine, ou s'il n'y a pas une date actée pour les travaux du terrain, le club sera vraiment en dissolution. J'attends avec impatience les réponses qu'on va me donner, mais s'il n'y a rien d'acté, là, par contre, je laisse les habitants du quartier réagir. Moi, mes dirigeants et entraîneurs bénévoles, j'en ai ici qui ont plus de 35 ans de bénévolat. Ils sont plus de députés. Et on se dit une ville, Le Havre, une ville, je dirais, un peu carte postale pour l'urbanisme et tout le reste, mais il va falloir aussi qu'on soit une ville carte postale pour notre société au niveau des jeunes. Vous avez essayé de repousser la deadline avec la Ligue. Il est impossible de pratiquer sur cette pelouse. On les a fait descendre sur le terrain lors de notre réunion du 5 février pour leur présenter déjà l'état du terrain. En plus de la non-homologation, le terrain n'est plus du tout sécuritaire au niveau des gamins. Là, on a des billes qui sortent au-dessus de l'eau, il ne prend plus du tout l'eau, il est complètement, je dirais, il est mort, hein, les gamins. Jusqu'à 12 ans, ça va à peu près, c'est des petits poids, mais au-delà de 12 ans, je peux vous dire qu'on a des blessures coup sur coup, et même les équipes adverses ont des blessures coup sur coup. J'ai présenté le terrain, j'ai fait voir les recollages de moquettes à monsieur l'adjoint des sports, que lui-même n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Il s'est rendu compte du profond problème, vraiment du profond problème. Bon, les adjoints des sports passent, les dossiers s'ouvrent. Il se referme après chaque passage d'adjoint de sport. On en rouvre un de nouveau avec un autre adjoint des sports, avec un autre directeur des sports. On n'en finit pas. Il faut nous dire ouvertement. Puis il faut le dire vraiment à la population havraise et la population d'Applemont. Maintenant, je ne peux plus aller outre. J'espère une bonne décision de leur part mercredi 21 février. Le foot, c'est l'école de la vie. En fait, ici, ils apprennent à vivre en communauté. Et si on leur retire ce terrain de foot, ce club, pour vous, c'est un quartier, une jeunesse qui meurt. On a toutes les chances qu'on parte dans ce sens-là. On a toutes les chances. C'est des gamins. Bon, moi, j'ai vraiment les gamins d'Applemont. J'ai des gamins juste à la frontière de Courcouronnes. J'ai des gamins à côté d'Orwell. J'ai des gamins de cultures différentes. J'ai des gamins. Malheureusement, on a de plus en plus de familles monoparentales et tout ça. C'est des gamins un tout petit peu perdus dans la société. Ça peut le faire. Justement, je fais les licences les moins chères de France pour récupérer les gamins de tout niveau social, pour ne pas les écarter de la société. On a des règles ici, savoir se respecter les uns les autres, savoir respecter la culture les uns les autres. J'ai aucun problème particulier. J'ai des bons rapports avec les parents. On est une école de foot, hein. On parle toujours d'un club de foot, mais on est une école de foot. En plus de mes éducateurs, en plus de leur apprendre à jouer au football, le sport, ils font vraiment un travail social énorme. Et encore en plus, les gamins, on les rapproche les uns les autres pour qu'ils se respectent, puis pour ceux qui aiment le foot et pour ceux qui sont vraiment doués au foot, peut-être vers une carrière professionnelle. Mais je dirais pour le maximum des autres, je pense que nous, notre boulot, c'est le sport, le faire évoluer dans la société et l'accompagner. Et bien souvent, ces gens-là, je les retrouve comme éducateurs bénévoles parce que le travail qu'on a fait en amont vis-à-vis d'eux, ils essaient de le remettre par rapport à ces gamins-là. Et c'est la plupart, c'est les gens du quartier. Et c'est un gros travail. Il faut faire attention, les élus de notre ville, que sans le sport, à la société actuelle, je pense que c'est le seul endroit qu'on peut contenir les gamins, qu'on peut leur apprendre des vraies valeurs, qu'on peut les faire suivre. Ils ne se sentent pas abandonnés. C'est dans le sport. Hein. Je dirais, le sport, quel que soit le sport. Il n'y a pas de niveau social dans le sport. Ils se ressemblent tous, les gamins. Ils s'aiment tous, puis ils apprennent à se respecter. Ces gamins-là, ils apprennent à respecter les éducateurs. Ça veut dire qu'ils respectent leurs parents, ils respectent le reste. Et dans leur vie plus tard, ils auront appris le respect des gens. Et je pense que c'est une grosse valeur à apporter à nos jeunes. L'urbanisme, c'est bien, les beaux immeubles, c'est bien. La ville, quand on est étranger à la ville, quand on rentre, qu'il y a des très belles, c'est très bien. Mais par contre, il y a les jeunes dans notre ville. Ils y vivent dans notre ville. Donc, il faut faire tout pour les accompagner. Et vous ne les accompagnez pas seulement dans le foot, il y a aussi de l'aide aux devoirs que vous proposez. Donc, vous jouez vraiment un rôle associatif dans le quartier. Complètement. Nous, on fait un rôle associatif. Dernièrement, je crois qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai mon éducatrice féminine qui leur a fait faire une sortie à Rouen, Et les gamins, pour vous dire, multiculture, ont visité la cathédrale de Rouen. C'est des gamins qui n'avaient jamais visité ça. Ils ont fait une sortie culture, je dirais bien, en plus du sport. C'est vraiment, on s'approche d'eux, on essaie de les accompagner.
Je vois certains parents, notamment les familles monoparentales, quand ils ont un petit problème d'école avec leur gamin, ils viennent me voir parce qu'on a des bonnes relations. On fait un petit deal avec le gamin, on essaie de le suivre. J'ai même un éducateur ici, la personne de Moussa Diallo, qui est diplômé, qui fait des cours, il fait 5 heures de cours au collège Eugène Verlin. Et en accord avec la directrice Eugène Verlin, j'y vais tous les 6 mois pour avoir un rapport de son travail. Sincèrement, c'est un travail formidable parce que les gamins, ils ont évolué au niveau de leurs résultats scolaires. Et comme on fait une petite sélection, puis s'il n'y a pas de résultats scolaires, il ne pratique pas le sport dans ce sens-là, c'est un travail formidable. C'est un travail formidable. Mais je parle même avec des professeurs de l'éducation nationale, notamment au collège Eugène Verlin. Il me fait le job que vous faites, vous. Nous, on est incapable de le faire. Donc, vous voyez, on accompagne vraiment les gamins dans tous les sens. Notre but du jeu ici, c'est pas avoir que des résultats. Je pense qu'on ne peut pas faire plus. Mais ça reste des gens de quartier. C'est un travail exemplaire. D'abord, je tire mon chapeau à tous mes bénévoles, à tous mes éducateurs. Parce que moi, je suis président, mais eux, c'est eux qui encadrent les gosses. C'est eux les plus blessés quand on leur dit que le club va être dissous. Puis, j'ai des anciens, moi, actuellement, j'ai des anciens qui me rappellent du 4 coins de la France. Ils sont partis à 4 coins de la France. Ils sont prêts à nous soutenir. Hein. Vraiment, on est dépourvus. Aujourd'hui, vous êtes en attente soit d'un nom général, soit d'une date, mais il faut une réponse. Je vais être honnête avec vous, je suis en attente du début des travaux du terrain. Je sais que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, les appels d'offres, mais par contre, il faut une demande de début de travaux actée avec une date, démarrage des travaux, appel d'offres acté. Pour que nous, après, on puisse travailler déjà avec le président de la Ligue. Parce qu'il faudra quand même mettre en sécurité le terrain pour avoir une dérogation. Durant 4 ans, on ne peut pas travailler 4 ans sans mettre les pieds sur le terrain et en se baladant à droite, à gauche. Nous, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Puis, reprendre les paroles de notre adjoint des sports qui nous avait dit ici, le 5 mai 2022, que le budget était alloué et trouvé. Je sais qu'il y a l'inflation, mais l'inflation, elle est partout. Moi, malgré l'inflation, mes licences n'ont pas augmenté depuis 10 ans. On essaie de trémer depuis 10 ans pour que les jeunes, justement, fassent du sport. Alors, l'inflation, je veux bien, mais il faut savoir faire des efforts. Depuis près de 12 ans, le club tire la sonnette d'alarme quant à la détérioration de ce stade. Depuis 12 ans, on en parle. Si les travaux et les sommes allouées avaient été faits à mesure et les travaux avaient été faits, et si déjà la construction du terrain, on avait été sérieux parce que j'en reparle et j'en ai parlé à l'adjoint des sports. En 2001, quand ce terrain était fait, ils me font voir les plans. Ils sont en train de faire une aire de jeu à la place du terrain, sans l'accord du club. C'était une décision prise par la mairie et tout le reste. On a fait arrêter les travaux. On a fait une petite révolution au sein du club avec mes anciens éducateurs et dirigeants et tout le reste. À cette époque-là, déjà, on pouvait le mettre en arme. Ça a été fait, tout a été fait d'un coup. C'était fait. C'était en 2001. On n'arrête pas de nous taper dans les yeux avec les Jeux Olympiques, là, c'est bien, c'est beau, c'est joli. Mais au sein des villes moyennes comme les nôtres, au sein des quartiers, les gosses, ils font quoi? Puis il faut savoir, dans le monde du foot, je dirais, tous les professionnels que vous voyez le soir, lors des matchs de compétition de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, c'est des gamins qui arrivent de tous les quartiers de toute la France, ils sont ici. Voilà. C'est des gamins qui ont été, je dirais, suivis par des gens éducateurs bénévoles. Je comprends pas du tout. C'est un travail de longue haleine. Hein. Je comprends pas, vraiment pas. On peut me parler de chiffres. Les chiffres, ça impressionne tout le monde. Par contre, parlons des chiffres qu'on investit ailleurs, parce que ça rapporte de l'argent. Là, ça rapporte pas d'argent, mais pour moi, ça rapporte beaucoup. Ça rapporte beaucoup à la société. Un appel à l'aide qui semble avoir été entendu par la municipalité puisque le club et la mairie se sont rencontrés à nouveau ce mercredi 21 février. L'interview a été enregistrée mardi 20 février et nous recevrons à nouveau prochainement le Sporting Club de Frileuse pour savoir ce qu'il en est d'une date potentielle de travaux. Et depuis leur rencontre mercredi, aucune information n'a pour l'instant été divulguée quant aux négociations et à la possible date de travaux, que ce soit du côté du Sporting Club de Frileuse ou même des élus. Affaire donc à suivre. Et c'est la fin de notre Magal Ouest du jour et dernier Magal Ouest de la semaine. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Profitez bien malgré ce week-end pluvieux qui nous attend. Je vous donne rendez-vous dès lundi à 17h pour le Magal Ouest. Mathieu vous attend à 8h pour son émission le 8 à 9. Pour le sujet du Magal Ouest de lundi, ce sera Michel qui va nous parler des pommes de terre. Recette évidemment à la clé avec Michel au fourneau pour le Magal Ouest. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de regarder la grille des programmes pour ce week-end. Il y a énormément de choses et notamment demain soir, une soirée pyjama à la radio. C'est toute une nuit qui vous attend à la radio avec l'association Pieds Nus. Ils prennent le contrôle de Westrack et prennent les micros. Ils passent la soirée et même la nuit avec vous. C'est à partir
partir de 20h et ça s'appelle Quart de nuit. N'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes les informations. Il y a un article sur le site de Westrack. Je vous souhaite un excellent week-end et le titre qui nous accompagne pour commencer ce week-end, c'est Gablé, un artiste français avec sa nouveauté Tell Us More sur Westrack. Tell us more about the building, about the floor, about the ceiling. There's a rod in my head. Don't ever touch, or I'll be dead. Close the door. Forget the bleeding. Forget the sore. Forget the meaning. There's a clock, and it's red. It feels rough. Just take your meds. Many of them, they were made to fit all of us. But us, we must have changed, 'cause nothing, it is right. The measures, they are quite precise. And the light, it often comes in useful at night. There's a road in my head. Don't ever touch, or I'll be dead. Bedroom counter, kitchen doctor, legroom dispenser, kept in touch and sent us a headache meter. Tumor laser left us this deep long letter says you'd better get a grip. Better hold on this in case you trip. I hope you just don't mess up the stitch. We shall all be fine if you